Pourquoi faut-il s'intéresser à la qualité? On peut faire autre chose, on peut s'occuper des soins. Pourquoi il faut s'intéresser à la qualité? Quelqu'un peut me donner une suggestion? Bonjour, il faut s'intéresser à la qualité parce que c'est une norme qui permet de contrôler son activité et la satisfaction de ceux qui adhèrent à cette activité. Ça veut dire pourquoi on s'intéresse à la qualité? Pour moi, quand on mène une activité, on va s'intéresser à la qualité dans un souci d'amélioration de ce qu'on fait. On s'intéresse à la qualité pour toujours donner le meilleur de nous, toujours apprendre pour pouvoir améliorer toujours la façon de donner et puis un plus, à chaque fois apporter un plus. Parce qu'on n'est pas satisfait de ce qu'on a et on sait qu'on peut faire mieux. Donc il y a beaucoup de raisons. On peut avoir plusieurs raisons, mais la principale raison, probablement, c'est que on a des malades à notre charge. La pratique médicale est complexe. Il y a des risques pour ces malades. La médecine évolue vite. Nous sommes questionnés, une des premières questions que soit les malades, soit les autorités nous questionnent, c'est sur la qualité. On peut avoir aussi de la qualité pour une raison de réputation, on va avoir une bonne réputation, on va avoir une bonne image. Donc c'est ce que je disais, pourquoi s'intéresser à la qualité? Pour le bien public, parce qu'on rend service quand on fait de la qualité correctement. Parce que s'il y a des erreurs, ce sont des erreurs qui peuvent avoir des conséquences graves pour la vie des gens qui nous font confiance, qui viennent nous faire confiance. Et parce que les médias, il y a le public qui parle et qui donne de nous une image qui peut être négative si on fait du travail de mauvaise qualité. Parce que il y a de plus en plus maintenant l'extension de la couverture sanitaire, donc il y a plus de personnes qui vont venir demander des soins, et donc du coup on est aussi exposé à un risque si on n'est pas bien organisé un travail de qualité, parce que parfois des exigences réglementaires, ou pour d'autres, ce n'est pas complet. Chacun peut rajouter des raisons pourquoi s'intéresser à la qualité. Maintenant, je voulais que vous réfléchissiez, prendre quelques minutes pour définir la qualité. Donc vous la notez. Donc, prenez quelques minutes pour définir ce que c'est que la qualité pour vous. Bien. Alors, on peut définir la qualité de différentes manières. Il y a des personnes et des groupements qui s'intéressent à la qualité qui ont fait des définitions, des instances internationales ou des personnes qui ont élaboré des définitions qui ont évolué avec le temps et avec le développement de la pratique médicale. Et je vais vous montrer quelques-unes, probablement les plus fréquemment citées. La première, c'est celle de M. Donabedian, qui est un monsieur formidable. C'est un Arménien qui a émigré au Liban, qui a fait ses études au Liban, puis par la suite il est parti aux États-Unis. Il a énormément travaillé dans la qualité, sur les normes qualité. Et il y a même une méthode de Donabedian dans la démarche qualité dans les années 60-70. C'est un des pionniers de la qualité en santé. Je ne parle pas des pionniers de la qualité tout court, qui sont dans les années 50. Donc Donabedian nous dit, la qualité ce sont des soins permettant de maximiser le bien-être du patient, c'est ce que vous avez tous dit. Donc il faut avoir un bien-être au maximum, mais après avoir pris en compte le bénéfice et le risque. Donc ce n'est pas absolu. Je dois pondérer avec le risque attendu pour les soins. Si j'ai un soin, je dois bien sûr voir le résultat, mais voir les risques aussi de ce soin. Et donc je mets les deux et je donne le meilleur compromis entre bénéfice et risque. Alors après, il y a l'Institut de médecine aux États-Unis qui a donné une définition qui est complémentaire. Mais celle-là, elle dit, bon, bien sûr, mesure dans laquelle les services de santé offerts augmentent la probabilité du résultat souhaité,
Mais il rajoute conforme aux connaissances actuelles. Donc il y a une notion d'actualisation, de mise à niveau de connaissances qui est obligatoire. Donc ici, ils mettent le point sur tout, beaucoup, même s'ils ne parlent pas de risque ici, mais ils parlent de mise à niveau et que les médecins, les infirmiers, les administrateurs doivent être à jour de ce qui se fait de mieux à l'heure où on pratique les soins. Donc il y a la notion de connaissance actuelle. Par la suite, il y a le Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, il parle aussi d'augmentation des chances des patients pour obtenir des résultats, mais il parle de diminuer les risques. Donc il y a une dimension qui doit être... Elle était un peu dans les autres, surtout celle de l'Abédian. Mais ici, c'est figure claire, notion de risque pour le patient. Et étant donné que la médecine se développe, et plus on est fort, plus on peut faire du mal. C'est ça le dilemme. Plus on a un médicament efficace, plus il peut faire aussi du mal. Il n'y a que les médicaments inefficaces qui ne font pas de mal. Il n'y a que les suppléments alimentaires, ou je ne sais pas. Mais chaque fois qu'il y a un médicament efficace, il y a un risque. Donc c'est associé. Et nous devons avoir en permanence cette notion de risque, en parlant de médicaments. Mais pas uniquement. Alors la Commission européenne en 2010 a rajouté quelque chose nouveau. Enfin nouveau. Au départ, c'était il faut que les médecins, les équipes soient à jour, ils connaissent les risques et ils font ce qu'il y a à faire. Ici est rentrée la notion de volonté du patient, mais c'est une volonté éclairée. Donc nous devons lui expliquer, nous devons lui donner ce qu'il a à, je dirais, parce que ça le concerne en premier. Et donc ça a constitué quand même un changement dans de paradigme. Alors il y a l'OMS qui a fait, à mon avis, plus qu'une définition, c'est un ensemble de concepts. C'est probablement le meilleur concept. Il l'a élaboré en 2018, il est valable jusqu'à maintenant. Ce sont 7 dimensions où il dit que les soins de qualité doivent être efficaces, évidemment. S'ils sont pas efficaces, ils ne doivent pas être. Sûrs, centrés sur la personne, la notion de volonté du patient, intégré, équitable, intégré et efficient. Voilà. Donc, je vais revenir sur ces notions parce que finalement, c'est probablement la définition la plus... C'est plus qu'une définition. C'est une, je dirais, c'est des dimensions, c'est des approches je dirais, générales de prise en charge des malades. Mais on va les passer tous ces concepts. Le premier, c'est l'efficacité. Il est évident que on ne doit pas produire un médicament ou une prise en charge d'une manière générale qui n'est pas efficace. Mais qu'est-ce que c'est efficace? Efficace, c'est fondé sur les preuves. Et donc, il y a des études qui ont montré dans certains pays, seuls 35% des patients ont un diagnostic correct. Donc il y a un problème. Donc nous devons zoomer sur quelles sont les preuves. Et nous allons voir ça quand on va parler après des audits cliniques. Et on va toucher aux pratiques médicales pour vérifier qu'elles sont vraiment... ils répondent aux normes, les dernières normes. Donc c'est un souci, c'est le premier souci. C'est est-ce que ce que nous produisons et répond à l'état de l'art actuel? Est-ce que on arrive à faire un diagnostic correct? On arrive à faire un traitement approprié? C'est la raison principale d'être bien sûr des soins. La deuxième, c'est éviter. La deuxième, c'est sûr. Alors, rien de plus mauvais, vous l'avez dit, rien de plus mauvais qu'un malade qui vient parce que, je ne sais pas, il a un diabète déséquilibré, il a une acidocétose diabétique, il rentre à l'hôpital parce qu'il a une acidocétose diabétique,
Et pendant qu'il est à l'hôpital, on branche une sonde urinaire et il fait une infection urinaire. Et pendant qu'il est à l'hôpital, je ne sais pas, il tombe. Parce qu'un jour, il avait une petite hypoglycémie, il est tombé. Et puis après, tout ça n'a rien à voir avec sa maladie. Donc c'est l'hôpital ou la structure de soins qui a rajouté ça. Donc ça ne doit pas avoir lieu. Ça, c'est pour cela que on parle de soins sûrs. Et ce n'est pas si rare qu'on pense. Ce n'est pas si rare c'est plutôt refoulé. C'est plutôt scotomisé, on ne veut pas voir ça. On est mentalement, on veut pas parler de ça. On veut pas beaucoup parler de ça. Sauf quand c'est grave ou quand le malade, je sais pas moi, il a un accident grave. Donc le deuxième paramètre, c'est la sécurité des soins. Et donc un prise en charge sûre. Le troisième, centré sur la personne. Alors combien de fois on discute avec le malade, on lui explique la maladie, on lui explique son traitement, on lui explique les différentes alternatives, et on lui donne le choix de faire ceci ou cela, et il est vraiment... C'est quelque chose qui n'est pas évident. Nous avons plutôt une attitude, excusez-moi le terme, de paternaliste. C'est nous qui savons, c'est nous qui avons fait des études, c'est nous qui... c'est vrai, c'est nous qui savons, c'est nous qui avons fait des études, mais c'est lui qui est concerné. Et donc, c'est son corps à lui. Donc, il s'approprie son corps. Et donc, il a droit à être informé. Il a droit à prendre la décision qui lui paraît la meilleure. Et nous avons le devoir de respecter sa décision. Nous devons l'éclairer, bien sûr, mais nous devons le respecter. Et respecter sa dignité et son choix. Alors, la quatrième, je crois, là on est en quatrième dimension, c'est au moment opportun. Alors, vous pouvez avoir des soins de qualité, patient, je dirais, vous avez évalué le risque, vous avez intégré le patient, mais vous n'avez pas soigné au bon moment. Et donc, la notion du moment de soin est importante. Et vous savez bien que les malades attendent trop longtemps. Ils attendent à tous les niveaux. D'ailleurs, j'ai un ami architecte qui me dit, je comprends pas que dans les hôpitaux et les structures de santé, les gens sont fiers de leur salle d'attente. Il y a toujours de belles salles d'attente. Mais pourquoi on fait des belles salles d'attente? Les gens ne doivent pas attendre. Mais on est fiers de la salle d'attente. Regardez, c'est sympa, les gens peuvent boire un peu d'eau fraîche, ils peuvent faire chaud. Et vous trouvez ça en permanence, parce qu'effectivement, les malades attendent. Mais dans notre tête, l'attente est banale. Elle est normale. C'est normal qu'un malade attende. Le malade, il a une consultation, que le médecin ne vienne pas, il a une consultation à 10 heures, que le médecin vienne jusqu'à 11 heures ou midi, c'est banal. Que, je ne sais pas, les gens ne sont ni informés, et parfois, c'est délétère. C'est pas uniquement une source d'inconfort ou d'insatisfaction. À la rigueur, mais parfois c'est exemple. Vous avez un malade qui est hospitalisé et qui a une anémie sévère. Donc vous avez fait le bilan, vous avez fait la numération est partie au laboratoire, le laboratoire a fait le bilan, il a trouvé un taux d'hémoglobine très bas. Il a trouvé 5, donc une anémie sévère. Mais celui qui a trouvé l'anémie sévère, il a envoyé le résultat. Sauf que personne n'a vu le résultat dans l'unité clinique. Et le malade, il va passer des heures, peut-être jusqu'au lendemain, et que le médecin passe et il découvre, ah tiens, il a 5 d'hémoglobine, depuis hier, ou depuis, je sais pas. Et ce malade aurait pu mourir, il souffre, parce qu'on ne lui a pas donné le soin à temps. Et donc on doit avoir ce souci de timing des soins. Et nous devons réduire le maximum les temps de soins, d'une manière générale, les temps de diagnostic et donc voilà. Alors là,
Cinquième dimension, c'est l'équité. Ça, c'est une question d'éthique. Je peux pas comprendre qu'un malade soit traité ou sous-traité dans une même institution parce qu'il est d'une région, parce qu'il est d'une ethnie, ou parce il a tel âge, ou parce qu'il est riche, ou parce qu'il est pauvre, ou parce que je ne sais pas. Donc nous devons les traiter de manière équitable. Et je ne sais pas, c'est un souci permanent. Je sais qu'il y a parfois des conflits dans le management, mais nous devons avoir exemple, vous avez des chambres individuelles avec un petit confort, avec peut avoir son lavabo, sa toilette, et vous avez des chambres collectives. Ça, c'est du confort. Mais les soins, il faut que tout le monde ait les mêmes soins. Celui qui est dans une chambre individuelle qui paie un peu plus, c'est pas grave. C'est comme vous allez dans un avion, il y en a qui sont en première classe, il y en a qui sont en deuxième. C'est pas grave, mais tout le monde a la même sécurité dans un avion. Tout le monde, il n'y a pas de risque pour ces personnes-là. Et tout le monde va d'un endroit à l'autre. Tout le monde va d'un endroit à l'autre. Donc ce qui devait être fait est fait. Et donc c'est pour cela dans les soins, il faut prendre en compte cette notion d'équité. Il ne faut pas que pour n'importe quelle raison, les soins ne soient pas prodigués ou qu'ils soient sous-prodigués pour d'autres raisons que celles du besoin du patient. Intégrer est très importante. Et c'est vrai surtout pour les maladies chroniques. Vous avez un malade, exemple type un diabétique ou un hypertendu, qui vient aux urgences, et ça, vous connaissez bien ces malades qui viennent, je sais pas, ceux qui travaillent surtout dans le public, ces malades qui sont tout le temps dans les urgences. Il vient aux urgences, il rentre chez lui. Il revient aux urgences, il rentre chez lui. Un asthmatique, un diabétique, qui a besoin d'examen ophtalmo, qui a besoin d'évaluation de ses reins, mais il vient juste aux urgences pour compliquer. Et les urgences, ils règlent le problème limité dans le temps, mais ils n'intègrent pas ces soins dans la prise en charge totale. Et ce souci-là, surtout pour les maladies chroniques, est important. Donc vous devez non seulement travailler dans votre je dirais, monde, mais travailler avec les autres aussi, avec le médecin traitant, avec les autres cliniques ou les autres structures, de manière à ce que le patient navigue dans tout ce monde-là de manière optimale et de manière à réduire le maximum la morbidité et la mortalité inutile. Et donc c'est important la notion d'intégration et je dirais, de réseau. Et cette notion d'efficience, c'est celle que vous avez soulevée, monsieur, j'ai oublié votre nom. Vous avez dit au moindre coût. Oui, eh bien, elle est vraie. On veut que les malades, on veut pas qu'il y ait de gaspillage dans les soins. Et ça doit être un souci pour des raisons économiques, mais pour toutes les raisons du monde. Et Dieu sait qu'on a de gaspillage. On a énormément de gaspillage. Et moi, je pense même que nous avons plus de gaspillage que les pays riches. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Les ressources sont rares, et aussi rares qu'ils soient, elles ne sont pas optimisées. Ils ne sont pas utilisés de manière la plus optimale possible. Et le gaspillage, j'aime bien cette histoire d'équipement de fourniture et d'idées et d'énergie aussi. Vous pouvez vraiment un gaspillage d'idées et d'énergie des équipes. Et c'est une ressource très, très utile aussi, les idées et l'énergie des équipes. D'accord? Donc, vous avez parfois des abus d'antibiotiques, d'exploration. Vous avez un malade, l'exemple type, c'est un malade qui a fait un bilan dans une structure et il est transféré dans une autre. Il commence à zéro. N'est-ce pas? Si vous avez quelqu'un qui vient d'une clinique, il revient chez vous, vous recommencez à nouveau le bilan. Il est rare que vous récupériez tout, que vous ne répétez que ce qui est nécessaire. Donc il n'y a pas ce souci, et du coup il y a du gaspillage. Alors que vous allez par exemple en France, quand un malade vient c'est un pays riche. Je donne un exemple de gaspillage dans nos pays. Un pays riche, vous avez un malade qui vient dans une structure, il va dans une autre. Et bien son dossier le suit. Et son bilan, ils le savent. Donc ils ne vont pas faire un bilan 2 fois. Et nous qui avons des moyens, nous répétons les bilans.
je refais l'échographie, je refais le scanner, s'il le faut, je refais des choses, parce que je n'ai pas ce qu'il y a avant, ou j'ai une partie, etc. Donc ce souci d'efficience est important. Merci, donc j'espère que cela a éclairé un petit peu votre vision sur la notion de qualité, sur les dimensions de qualité, et je vous engage à retenir les 7 dimensions de la qualité de l'OMS qui vient d'être édictée et qui sont un petit peu la base de la pratique je dirais, de la médecine moderne.